sommes au cœur de l'été à Clairac, une petite ville paisible de 3000 habitants située dans le département du Lot-et-Garonne. Ce 31 juillet 1991, il est environ 21h lorsque Claude Nolibé, un homme d'une cinquantaine d'années, rentre chez lui. Depuis son divorce, Claude Nolibé vit seul avec sa fille de 18 ans, Caroline. Ce soir-là, dans la maison, tout est calme. Seul le chien somnole sur la banquette. Dans le réfrigérateur, Claude Nolibé prend un plat que sa fille lui a préparé, comme à son habitude. Son repas terminé, Claude Nolibé s'installe devant la télévision. Peu avant 22h, il décide d'aller se coucher. Il dort profondément lorsqu'un bruit, venant de l'extérieur, le tire de son sommeil. Un cri étouffé qu'il n'oubliera jamais. Bien des années plus tard, Claude Nolibé s'en souvient encore. Je m'étais assoupi et tout à coup je me suis réveillé. J'ai entendu un râlement. Et ça venait vers le portail, le râlement. Il pense tout de suite que c'est son chien, parce que ce chien a été malade dans les jours précédents. Il dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas encore à nouveau avec lui. Donc il se lève. Un peu anxieux, Claude Nolibé enfile à la hâte quelques vêtements et se dirige vers la fenêtre. Je ne pouvais rien voir, vu qu'il faisait très très noir. Alors vite, je suis descendu en bas. Et quand j'ai ouvert la porte de dehors, ce que je vois le long du portail, c'était ma fille. Caroline Nolibé est allongée ventre contre terre. Elle ne bouge plus. Affolé, son père se précipite vers elle. Elle est inanimée et elle ne lui parle pas. Donc la situation est immédiatement jugée par lui comme très grave. Et je l'ai retournée. Et là, j'ai été dans une mare Sam. Alors là, j'ai mis ma tête sur son corps pour voir si elle respirait. Il s'affole complètement. C'est l'affolement complet et immédiat. Grièvement blessée, Caroline respire encore. Il va immédiatement se précipiter à l'intérieur de la maison pour appeler les secours. Devant son téléphone, Claude Nolibé est pris de panique. Il n'arrive pas à composer le numéro de son médecin de famille. Il patauge, ne parvenant pas à faire, à cause de son propre affolement, ces gestes simples, il abandonne. Vite, j'ai couru, je suis revenu sur ma fille, pour voir si elle respirait toujours. Et je suis allé vite chez le voisin. J'ouvre et puis je le vois, il me dit je crois qu'on a assassiné ma fille. Il arrivait à peine à parler, tellement il était bouleversé. Il avait du sang sur le torse. C'était vraiment détresse complète, quoi. Le père de Caroline et son voisin reviennent sur les lieux du drame. Il était par terre, allongé, et je l'ai pris la main, et puis j'ai compris qu'elle était morte, quoi. Finalement, elle est morte dans ses bras. Un drame atroce. Dans les minutes qui suivent, les gendarmes sont avertis du drame. Ils arrivent sur les lieux vers 23h30. Les enquêteurs gèlent la scène de crime et réalisent les premières constatations. Caroline Nolibé, la victime, est une jeune femme de 18 ans. À première vue, elle semble avoir été agressée à coups de couteau. Elle présente une entaille au niveau de la joue et une plaie au niveau de la poitrine. Nolibé est hagard. La foudre est tombée sur sa tête. Il leur apparaît comme celui qui est le premier témoin de la mort de Caroline, qui est le témoin donc numéro 1 par définition, il n'y en a pas d'autre. Le père de Caroline est entendu par les enquêteurs. Il leur décrit ce qu'il s'est passé ce soir-là. Pendant ce temps,
les techniciens en identification de la section de recherche d'Agen effectuent quelques relevés et procèdent à des prises de vue photographiques. Ils n'ont pas beaucoup d'éléments, ils ont, pour ainsi dire, rien. À savoir qu'ils ont quelqu'un qui a été visiblement poignardé. La grille est fermée, elle allait ouvrir sûrement au moment où quelque chose s'est passé et ils n'ont rien, à part un père et sa fille. Le corps de Caroline est donc retrouvé allongé sur le dos, à proximité du portail. À côté du cadavre, un parapluie. Un autre détail crucial attire d'emblée l'attention. À 3 mètres de là, sur la porte d'entrée, les enquêteurs remarquent la présence du trousseau de clés de Caroline. Un porte-clés reconnaissable entre tous, en forme de cœur. Mais comment expliquer que les clés de Caroline soient sur la porte d'entrée, alors que son corps est retrouvé près du portail, à 3 mètres de là? Est-ce un cambriolage qui a mal tourné? Apparemment non. À l'intérieur de la maison, rien ne semble avoir été volé, aucun désordre. Les enquêteurs retrouvent des traces de sang sur le téléphone et sur les montants de la porte d'entrée. Le lendemain du drame, c'est la consternation parmi les habitants de la petite ville de Clairac. La population est bouleversée par cet assassinat. Du jamais vu dans cette commune tranquille. Je dis c'est pas possible. Les gens étaient surtout complètement abasourdis de voir ça à Clairac. C'est un petit village, quoi. Ce genre de choses, ça arrive à New York, pas à Clairac. Dans la région, tout le monde s'interroge. Le meurtre de la jeune Caroline Nolibé fait les gros titres de la presse locale. Ça partait dans tous les sens, les voisins, tout le monde en parlait, ça a été impressionnant. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde essaie de savoir ce qui s'est réellement passé la nuit précédente. Comment Caroline est-elle morte? Qui l'a tuée? À la recherche du moindre indice, les enquêteurs interrogent tous les habitants de la petite ville de Clairac. Ils ratissent les environs, frappent à toutes les portes. En cas de voisinage classique, un gendarme ou deux vont taper à la porte des voisins pour dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, etc. La tâche des enquêteurs est compliquée. Nous sommes en plein milieu de l'été 1991. Beaucoup d'habitants sont déjà partis en vacances. Et parmi les gens encore dans le voisinage, personne n'a rien vu, rien entendu. Les enquêteurs mettent alors en place un impressionnant dispositif de recherche. Ils veulent à tout prix retrouver l'arme du crime. Le jardin et les abords de l'habitation sont fouillés de fond en comble. Des plongeurs sont appelés en renfort pour sonder le puits de la propriété. Les recherches s'étendent sur les berges du Lot. Il y avait un déploiement de gendarmerie assez exceptionnel. Il y a peut-être 15-20 hommes grenouilles qui ont plongé, qui ont tout ratissé. Ils ont essayé de faire ce qu'il fallait pour retrouver ce couteau. Mais en vain, l'arme du crime reste introuvable. Les enquêteurs ramassent tout ce qu'ils trouvent sur la scène de crime et aux alentours de la scène de crime. On ne néglige rien dans une enquête criminelle. Rien du tout. Malgré l'impressionnant dispositif mis en place par les enquêteurs, le bilan des recherches est plutôt maigre. Dans une poubelle, on retrouve un mégot. Un peu plus loin dans la rue, un paquet de cigarettes vides. Peut-être l'ADN du tueur? En attendant des éléments plus solides, les enquêteurs explorent le passé de Caroline Nolibé, l'intimité de la jeune femme, dans l'espoir de retrouver un mobile ou un ennemi. On interroge sa mère, qui l'avait vue quelques instants avant, l'ami de sa mère, et puis ses copains, ses copines. Voilà, c'est rien que du classique. Hein. Janine Dubas est la mère d'une des copines de Caroline Nolibé. Elle connaissait très bien la jeune fille. Voilà ce qu'elle montre aux enquêteurs.
Elle est là, avec son petit air coquin, heureuse de vivre. Après, elle est ici. Ici, je crois qu'elle y est aussi. Là. Elle était un petit peu plus grande, là. Mais Caroline, c'était une enfant du quartier. Elle passait tous les matins, assez de bonne heure. Elle s'asseyait là en face. Et elle attendait qu'on se prépare calmement. Elle buvait le café. C'est dur parce que, bon, moi je suis une maman comme tout le monde, elle venait là tous les jours. Et puis elle n'a rien fait. Pour ceux qui connaissent bien Caroline Nolibé, ce drame est incompréhensible. Elle était assez effacée, je dirais pas calme, mais une fille sans histoire. Elle était discrète. Mais dans le village, un détail fait jaser. À 18 ans, la jeune femme vit seule avec son père. Elle avait décidé de rester avec son père. Ses grands frères étaient partis, n'habitaient plus la maison familiale. Elle était en âge de décider de rester dans sa maison, sa chambre, son environnement et son père, quoi. Un père qui n'a pas une grande autorité sur sa fille. Livrée à elle-même, Caroline vit comme elle l'entend, sans aucune contrainte, et elle en profite. Elle est heureuse de vivre, elle fait la fête, c'est de son âge. On sortait le dimanche après-midi au 421, parce qu'à l'époque, les boîtes, c'était même le dimanche après-midi. On était une bande de copains, on était une vingtaine à Clairac, il y avait pas mal de motards, tous plus ou moins voisins. On se retrouvait à la plage de façon régulière, ou chez les uns, chez les autres le week-end. Elle était tout le temps avec tout le monde. Nous nous sommes procuré un document exceptionnel qui pourrait bien être les dernières images de Caroline Nolibé vivante. Ce soir-là, elle fête avec ses amis le Nouvel An 1991. À ce moment-là, Caroline Nolibé ne sait pas encore que 7 mois plus tard, elle sera froidement assassinée sur le pas de sa porte. Pour les enquêteurs, il faut maintenant se concentrer sur l'emploi du temps de la jeune fille. Ils retracent sa dernière journée. Ce jour-là, Caroline rentre chez elle vers 12h30, après une matinée de travail. Elle prépare le déjeuner, comme à son habitude. Puis elle mange en compagnie de son père, avant que celui-ci ne retourne travailler, vers 13h30. L'après-midi, Caroline reste au domicile familial. Puis aux alentours de 19h, elle sort rejoindre un copain. Caroline Nolibé dîne avec un ami et collègue de travail. C'est plus qu'un collègue. C'est son meilleur ami, c'est son confident. Que s'est-il donc passé lors de ce dîner? Quelle est la nature des relations entre Caroline et Albert, son ami? Le jeune homme est peut-être la dernière personne à l'avoir vue vivante. Pour les enquêteurs, il faut l'entendre d'urgence. Lors de l'audition, il décrit un dîner joyeux entre copains. Il reconnaît qu'avec Caroline, ils ont parlé de leurs histoires de cœur. Mais Albert dit-il vraiment la vérité? Selon lui, Caroline l'aurait quitté aux alentours de 21h30, une version que les enquêteurs vont pouvoir immédiatement vérifier. À 21h30, elle part de chez Albert et elle traverse le pont qui enjambe le fleuve à Clairac pour se rendre chez sa mère. Depuis le divorce de ses parents, Caroline Nolibé a pris l'habitude de passer tous les soirs chez sa mère, ce qu'elle va faire ce jour-là. Elle va rester environ 1 heure, puis vers 22h30, elle décide de rentrer. Ils vont lui proposer de la raccompagner en voiture et elle refuse. Elle refuse parce que elle n'est pas loin, elle ne veut pas déranger, ça lui fait du bien de marcher, elle a envie d'être un peu tranquille, voilà. Ce qui est un détail terrible, parce que si elle n'avait pas refusé, elle serait aujourd'hui encore vivante. La mère de Caroline Nolibé habite de l'autre côté de la rivière. Un trajet d'une dizaine de minutes à pied,
1 km 300, ont calculé les enquêteurs. Que s'est-il passé sur le chemin du retour? Caroline Nolibé a-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été suivie? Quelqu'un l'attendait-elle? Pour les enquêteurs, un rôdeur est peut-être à l'origine du crime. Pour une raison simple, il y a aux abords de la maison des traces de pas suspectes. Moi, j'avais remarqué que quelqu'un était resté debout là et on voyait bien ses pieds, quoi, ses empreintes. La personne qui l'a tué, elle a dû rester là un moment, quoi, à l'attendre. Une trace de pas clairement dessinée sur le sol. Pour les enquêteurs, c'est un indice sérieux, une preuve matérielle qui accrédite la piste du rôdeur. Le lendemain, un homme se présente spontanément aux enquêteurs. Un témoin nous a affirmé avoir croisé un véhicule de couleur blanche qui circulait sur le même trajet que la victime et à des horaires correspondants. Des traces de pas, un véhicule suspect. S'agit-il d'une seule et même personne? Tout semble indiquer que la jeune Caroline Nolibé ait fait ce soir-là une mauvaise rencontre. Donc, un rôdeur qui croise une jeune fille seule dans une rue pas très éclairée peut très bien faire demi-tour et s'il a des mauvaises intentions, commettre ce crime. Mais comment retrouver cet homme? Pour les gendarmes, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Si on n'a pas de portrait robot, si on n'a pas de véhicule avec la marque, le type, au mieux l'immatriculation, on va chercher quoi? On va chercher quoi? Très sincèrement, on va chercher quoi? Caroline Nolibé a été assassinée depuis une semaine et l'enquête est au point mort. Le jour des obsèques, tout le petit village de Clérac s'est rassemblé pour lui rendre un dernier hommage. Et si l'assassin était présent? Dans une voiture banalisée, les enquêteurs filment et photographient l'assistance. Il y avait une équipe qui était là en surveillance, très discrètement bien entendu, parce qu'on dit souvent que le meurtrier revient sur les lieux de son meurtre. Le but, c'est de faire des photos, d'essayer d'identifier les personnes présentes. Est-ce que ces personnes doivent être présentes ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un étranger complètement à la famille, à la victime, et qui est présente et qui a un comportement, dirais-je, un peu douteux? Lors de la cérémonie, le comportement de certaines personnes étonne. Peut-être des suspects pour les enquêteurs. Discrètement, ces individus sont photographiés pour une identification ultérieure. Nous avons identifié ces personnes, nous les avons interrogées, et nous avons vu qu'elles n'avaient rien à faire avec le dossier. Mais ça nous a permis d'écarter certaines pistes. Voilà. C'est quand même la preuve qu'ils n'avaient pas des preuves suffisantes, quoi. Puisqu'ils en étaient encore à se poser des questions sur qui était à l'enterrement. Une fois de plus, c'est le mystère. Reste l'autopsie. D'après le légiste, la victime présente 2 blessures par arme blanche. Sur la joue, une entaille sans gravité et une autre mortelle, en plein cœur. La nature des lésions indique quelque chose de violent pour sectionner une côte, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est pas un petit coup en passant, c'est un coup porté avec violence volontairement. Malgré la violence du coup porté au cœur, le médecin indique que Caroline Nolibé n'est pas morte immédiatement. Selon le légiste, la victime a pu survivre entre un quart d'heure et une demi-heure. L'examen souligne un autre élément, plus surprenant. Il n'y avait pas de lésion de défense. Il n'y a pas eu de griffure, il n'y a pas eu de lutte, voilà, de traces de lutte entre la victime et son auteur. Pour les enquêteurs, les conclusions du rapport d'autopsie sont capitales.
Si Caroline Nolibé ne s'est pas défendue, c'est qu'elle devait connaître son agresseur. Comme dans toute enquête, on se dit qu'il y a un lien entre l'auteur et la victime. Caroline connaissait-elle son agresseur? Plusieurs éléments viennent conforter cette thèse. Ce soir-là, aucun bruit suspect n'a été entendu dans le voisinage. Il ne nous est signalé aucun aboiement de chien particulier ce soir-là, ce qui montre bien que si passage il y a eu, c'est passage de quelqu'un habitué à passer par ce trajet. Les enquêteurs réécrivent alors le scénario du drame. Et si le crime n'avait pas été commis près du portail, mais à l'intérieur de la maison? On retrouve plusieurs traces de sang près de la porte d'entrée de la maison. Ce qui tendrait à localiser le crime au niveau de la porte d'entrée de la maison et non pas du portail. Le soir du drame, Caroline Nolibé ne s'était-elle pas rendue jusqu'à la porte d'entrée de la maison? C'est le sens des conclusions d'un rapport que nous nous sommes procurés. Selon l'expert, tout indique qu'un événement violent s'est produit au niveau de l'entrée de la maison. Dans ce cas-là, ce qu'on peut imaginer, c'est que la victime vient jusqu'à la porte et c'est là que se produit l'altercation. Les enquêteurs imaginent alors une nouvelle hypothèse. Ce soir-là, Caroline Nolibé se rend jusqu'à la porte d'entrée. Elle met la clé dans la serrure et à l'intérieur, elle aurait reçu 2 coups de couteau, dont un mortel. C'est ensuite qu'elle serait allée s'effondrer contre le portail. Si altercation il y a à la porte, M. Nolibé étant à l'intérieur, on en déduit donc que c'est M. Claude Nolibé qui a porté les coups à sa fille. C'est un coup de théâtre. Claude Nolibé, le père qui a vu mourir sa fille dans ses bras, devient le suspect numéro 1. D'autant plus que devant les questions des enquêteurs, Claude Nolibé accumule les imprécisions, les contradictions, voire les mensonges. Le soir des faits, Claude Nolibé prétend être allé se coucher à 22h. Or, un témoin dit le contraire. Il y avait encore de la lumière à 22h30. Claude Nolibé aurait donc menti. Et ce n'est pas tout. La plus grosse contradiction porte sur le trousseau de clés de Caroline Nolibé. Le trousseau de clés de Caroline Nolibé va être retrouvé sur la porte d'entrée de la maison. C'est un trousseau de clés très particulier, puisqu'il y a un petit cœur dessus. Monsieur Nolibé dit que c'est lui qui a mis ses clés dans la serrure pour anticiper le retour de sa fille, sachant qu'elle devait rentrer. Claude Nolibé prétend donc que le soir des faits, c'est lui qui avait les clés de sa fille. Impossible, répond la mère de Caroline. Cette dernière se souvient bien que le soir du crime, sa fille avait sur elle son trousseau de clés. Ce porte-clés avait d'ailleurs fait l'objet d'une plaisanterie de la part du beau-père de Caroline. Et donc eux se souviennent très bien, ils sont persuadés en tout cas, que ce soir-là, Caroline Nolibé était en possession de son trousseau de clés personnel. Un autre témoignage vient contredire Claude Nolibé, celui de Valérie, la meilleure amie de Caroline. Le soir du drame, Valérie est passée en voiture devant la maison des Nolibé, entre 21h et 22h. Claude, le père, est seul chez lui. Dans la serrure, il y a bien un trousseau de clés. Mais c'est celui de Claude et non celui de Caroline, sa fille. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi M. Nolibé n'avait pas la même version que Valérie. 2 semaines après la mort de Caroline, les enquêteurs retournent dans la maison. Ils n'ont qu'une idée en tête,
retrouver à tout prix l'arme du crime. Ils m'ont tout enlevé des placards, la vaisselle, toute la lingerie. Ils m'ont tout mis par terre, partout. Lors de cette perquisition, les enquêteurs n'ont pas d'état d'âme pour le père de la victime. La maison est passée au peigne fin et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. À proximité du lit dans la table de nuit, les gendarmes mettent la main sur plusieurs couteaux. Parmi eux, peut-être, l'arme du crime. Mais c'est surtout ce que les enquêteurs vont retrouver dans la chambre de Caroline qui va emporter leur conviction. Lors de la perquisition, on a découvert des vêtements où il y avait des taches de sang, des trucs comme ça. Des traces de sang sur les vêtements de Caroline. Et le père, incapable de fournir la moindre explication. Progressivement, dans la tête des enquêteurs, un scénario se dessine. D'autant plus que dans un évier, ultime surprise, ils trouvent des traces de sang séchées. Serait-ce le sang de Caroline? C'est inexplicable de trouver une trace de sang dans l'évier. Et ça va à l'encontre de toutes les déclarations dites par M. Nolivé. Ce qui tendrait à laisser croire que, effectivement, c'est lui qui aurait pu commettre le crime et répandre du sang un peu partout, voire essayer de dissimuler une partie des traces de sang en se lavant les mains. Pour les enquêteurs, trop d'éléments penchent en faveur de la culpabilité du père de Caroline. Claude Nolibé est placé en garde à vue le 13 août 1991. On lui fait une garde à vue serrée, comme on dit, très serrée. Ils m'ont mis debout, torse nu, et je reste là un jour, fait une nuit, un jour là. Ils me questionnaient. Lors de la garde à vue, les enquêteurs mettent la pression sur Claude Nolibé pour qu'il craque. Sur le sol, ils tracent un cercle à la craie autour de lui et lui interdisent d'en sortir. Puis les questions se succèdent. Les heures s'égrènent, mais le père de Caroline reste inflexible. M. Nolibé n'a pas toujours donné des explications cohérentes lors de sa garde à vue. Les enquêteurs assaillent Claude Nolibé de questions pour tenter d'éclaircir certains points. En vain. Les réponses du suspect restent vagues, voire incohérentes. Son comportement a fait qu'à un moment donné, la garde à vue a été difficile. Il fait très chaud, il dit qu'il a soif. Oui, je ne pouvais plus parler. Alors je demande un verre d'eau. Alors ils me portent un verre d'eau, ils me le mettent au bout de la table. Quand je vais prendre mon verre d'eau, mais non. Ils m'ont dit, tu prendras le verre d'eau quand tu auras avoué, pas avant. Et alors ils ont continué à interroger. Ils n'arrêtaient pas. Ils voulaient me rendre à bout. En fin de garde à vue, Claude Nolibé est exténué. Les enquêteurs abattent alors leur dernière carte. Bon, et Claude, tu signes là, ce papier, comme quoi tu n'as pas fait esprit, tu feras 1 an et demi de prison. Comme ils n'ont pas de preuves matérielles formelles qui impliquent Claude Nolibé, ils veulent absolument obtenir des aveux. Il fallait absolument obtenir ses aveux. À la gendarmerie de Clairac, Claude Nolibé, le père de la victime, termine son interrogatoire serré. Suspecté d'avoir tué sa propre fille Caroline, 18 ans, il s'apprête à passer sa première nuit en prison. Quand ils m'ont mis la menotte, que je suis rentré dans la voiture, ça fait mal là. Claude Nolibé est placé en détention provisoire par la justice. Les enquêteurs ont maintenant pour objectif de trouver le mobile du crime. Ils vont pour cela fouiller dans la vie de Claude Nolibé. À l'époque des faits, ce père de famille de 52 ans est ouvrier dans une entreprise locale.
C'est un homme qui gagnait chichement sa vie, qui avait des plaisirs simples, jouer aux boules, aller à la pêche. C'est un homme ordinaire, si je veux dire. C'est un homme normal, ordinaire, qui n'a jamais fait parler de lui. Un homme ordinaire, mais secret. Il s'agit d'un homme plutôt replié sur lui-même, qui communique assez difficilement. Il y a une certaine solitude dans l'histoire de cet homme. Claude Nolibé est un homme seul. Il a divorcé de sa femme après plus de 20 ans de mariage. Il ne voit plus ses 2 fils aînés. Son seul lien familial, c'est sa fille Caroline, qui vit auprès de lui. Elle est restée ni plus ni moins pour s'occuper de lui, faire à manger, s'occuper du linge, faire le ménage à la maison. La jeune femme prend très à cœur son rôle de maîtresse de maison. Après le divorce de ses parents dans le foyer, Caroline remplace sa mère et se comporte comme une petite femme d'intérieur. Et elle va devenir, selon l'expression du père, la petite fée du logis. Elle va régner dans la maison en maîtresse de maison accomplie. Mais Caroline est-elle vraiment heureuse? Combien de temps va-t-elle encore supporter ce rôle? Et si Caroline avait brusquement décidé de claquer la porte du cocon familial? Une lettre retrouvée par les enquêteurs semble le prouver. Dans ce courrier, une amie propose à Caroline de déménager pour vivre avec elle. Ce départ précipité du domicile familial pourrait-il être un mobile? Les enquêteurs en sont persuadés. Caroline projetait de quitter son père. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus vivre là. Lui se retrouvait tout seul, il ne l'acceptait pas. Alors, une dispute suite à ça, oui, ça peut être mobile. Il l'aurait tuée pour ne pas la laisser partir, c'était ça. Claude Nolibé est incarcéré depuis maintenant plus d'1 mois. La justice veut procéder à une reconstitution pour comprendre ce qui s'est réellement passé le soir du drame. Le suspect est extrait de sa cellule et transporté sur les lieux du crime. J'ai vu le père Nolibé revenir dans la voiture des gendarmes, encadré par 2 gendarmes, les mains attachées derrière le dos, les menottes serrées. Il avait les poignets qui étaient marqués par les bracelets, ce qui était évidemment une brimade. Une brimade pour le mettre en condition, pour qu'il craque. Une nouvelle fois, enquêteurs et magistrats mettent la pression sur le père de Caroline pour qu'il passe aux aveux. Près du portail de la maison, la scène de crime a été reconstituée à l'identique. Les enquêteurs ont allongé une gendarmette qui ressemblait fort à sa fille. Ils avaient mis de la tomate tout autour pour faire voir que c'était le sang. Les enquêteurs ont tout prévu, jusqu'au moindre détail, pour que Claude Nolibé puisse rejouer le scénario du crime. Et là, j'ai pas pu le faire. Claude Nolibé refuse donc catégoriquement de collaborer avec la justice. Pourquoi une telle obstination? Aurait-il peur de se trahir? Il a relevé la tête en disant à tout le monde et assez fort pour que ça impressionne, vous ne me ferez jamais faire ça. Vous ne me ferez jamais faire ça. Là, j'ai traité de bandit, d'assassin, madame le juge et tout le monde qui s'est trouvé autour. Là, je n'en pouvais plus. Le suspect a-t-il peur de commettre une erreur? Ou est-il tout simplement paralysé à l'idée de revivre le drame? Dans l'assistance, c'est la stupéfaction. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, le père de Caroline hurle son indignation. Et là, il y a eu un grand silence, au cours duquel, j'en ai la conviction, le juge, Madame Rouquier-Lafitte, a basculé en pensant à ce moment-là qu'elle n'avait pas affaire au vrai coupable. 2 semaines après la reconstitution, Claude Nolibé est remis en liberté, mais il reste mis en examen pour le meurtre de sa fille. Du côté des gendarmes, il faut à tout prix relancer l'enquête.
Et si Caroline n'était pas la jeune fille sans histoire décrite par ses proches? Pour les gendarmes, aucune piste ne peut être écartée. Je me rappelle, les gendarmes étaient venus pour nous demander quels étaient avec qui elle traînait. Parce qu'ils auraient eu entendu dire qu'elle n'avait pas de bonne fréquentation. Un journaliste va même sur ce sujet faire des révélations fracassantes. Selon lui, Caroline fréquentait des milieux troubles. Son comportement avec certains hommes, ses habituels lieux de rendez-vous où se retrouvait un monde interlope de prostituées, de macros et de vendeurs de drogue. Il a circulé les rumeurs comme quoi elle fréquentait un bar de nuit dans un petit village non loin de là. C'était une clientèle un peu bizarroïde qui était là, qu'elle pouvait faire des passes. Cette nouvelle information est capitale pour les enquêteurs. Caroline aurait-elle pu être agressée par l'une de ses mauvaises fréquentations? Les enquêteurs qui exploitent toutes les pistes vont évidemment vérifier si Caroline Nolibé n'aurait pas fait par hasard commerce de ses charmes. Nous avons bien sûr investigué en la matière. On a mis des surveillances en place dans ce bar. On a interrogé pas mal de personnes. 2 gendarmes en civil se rendent dans l'établissement ciblé par la rumeur publique. À première vue, rien de suspect. Les enquêteurs ne notent aucun comportement anormal. Le patron de l'établissement est entendu, mais là encore, cela ne donne rien. Les rumeurs sur Caroline ne sont que des ragots sans fondement. Elle sortait beaucoup, comme beaucoup de jeunes de son âge, mais elle ne se livrait pas à la prostitution et n'était pas de mœurs légères. Et cette piste s'est trouvée vraiment sans fondement. Qui a tué la jeune Caroline Nolibé? Pour les habitants de Clairac, le coupable est tout désigné. Malgré sa remise en liberté, Claude Nolibé est toujours considéré comme l'assassin de sa fille. Quand vous interrogiez les gens dans la rue, dans la mesure où il était arrêté, ça y est, à partir de là... Eh bien, les gendarmes, ils ont dit que c'était sûrement lui. Alors, quand les gendarmes le disent, on les croit un peu. Le père de Caroline est lâché de toutes parts. Ses amis d'autrefois le regardent maintenant comme un pestiféré. Sa propre famille semble l'avoir déjà condamné. Même la mère a commencé à avoir des doutes sur son ex-mari. Ses enfants aînés eux-mêmes pensaient que c'était pas clair, quoi. Le calvaire de cet homme se prolonge pendant des années. Tant que le véritable meurtrier n'a pas été découvert, c'est toujours vous qui portez le poids de la faute. Et il a dû quitter la ville de Clairac, où tout le monde le regardait un peu de travers, quoi. Il ne se sentait plus dans un environnement normal. Nous sommes en 2001, 10 ans après la mort de Caroline Nolibé. Entre-temps, son père a bénéficié d'un non-lieu. La justice l'a totalement blanchi. Plus personne n'imagine qu'un jour, on arrêtera l'assassin. Et pourtant, le 10 mai 2001, dans l'Institut médico-éducatif de Clairac, un établissement pour personnes handicapées, une femme de ménage fait la chambre d'un des pensionnaires. Brusquement, l'aspirateur se bloque. Tout d'un coup, au bout de mon aspirateur, je me suis retrouvée avec un bout de papier qui coinçait. La jeune femme intriguée ramasse le bout de papier. Il s'agit d'une feuille de cahier. Dessus, quelques mots ont été griffonnés, maladroitement. J'ai eu un choc quand j'ai lu « J'ai tué la fille Nolibé le 31 juillet ». Sur le coup, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je jette, je dis rien, je monte. Et puis bon, ma conscience m'a dit, monte en haut.
Elle le porte au directeur de l'Institut médico-éducatif. Pour préciser une date comme ça, et puis vraiment écrire la fille Nolibé, et puis la date et tout, c'était trop bien détaillé pour en rester là. Sans attendre, le directeur alerte les autorités. À la surprise générale, 10 ans après les faits, l'affaire Caroline Nolibé est relancée. C'est un coup de théâtre stupéfiant. Voici le petit bout de papier que le directeur va remettre aux enquêteurs. Il précise aux gendarmes que le mot a été retrouvé dans la chambre d'un pensionnaire bien connu du centre, un certain Philippe Guindouze. Philippe Guindouze, c'est quelqu'un avec une présentation relativement effacée, qui a donc toujours eu du mal à exister, quoi. L'homme est âgé de 37 ans. Handicapé mental, il vit depuis plusieurs années à l'Institut médico-éducatif de Clairac, où il s'occupe du courrier. Il est débile léger. Il a un QI, si mes souvenirs sont bons, qui doit être à peu près à 70, quelque chose comme ça, qui est assez bas. C'est-à-dire qu'il a un niveau CP, il a la compréhension d'un enfant de 5 ans. Pour les enquêteurs, il faut maintenant vérifier si Philippe Guindouze était à Clairac le soir des faits. Ils vont chercher les listings, ils s'aperçoivent que Guindouze, le 31, dans la nuit du 31 au 1er août 1991, était bien à Limoux, était bien présent. Nous sommes 2 semaines après la découverte du bout de papier. Les enquêteurs se rendent à l'Institut médico-éducatif de Clairac. Avant même qu'il n'ait le temps de poser la moindre question à Philippe Guindouze, il clame son innocence. Le fait de voir apparaître les gendarmes et leur dire spontanément que j'ai pas tué, la question d'avoir tué quelqu'un ne se posait pas comme ça spontanément. Donc c'est presque un aveu sous forme de déni. Dans la chambre de Philippe Guindouze, les enquêteurs procèdent à une perquisition. On va retrouver des éléments matériels dans sa chambre. On va retrouver un couteau qui pourrait être le couteau du crime, ainsi qu'un gant qu'il aurait pu utiliser ce soir-là. Lors de la fouille, les enquêteurs tombent alors sur de nouveaux indices compromettants. Plusieurs petits mots écrits de la main du suspect, dont un où il fait état, selon ses propres termes, d'une liste des personnes qu'il doit tuer. À l'issue de la perquisition, Philippe Guindouze est placé en garde à vue. Lors de sa garde à vue, il va, sans trop de difficulté, finalement avouer qu'il est bien l'auteur du meurtre de Caroline Nolibé. Philippe Guindouze livre donc aux enquêteurs tous les détails sur le meurtre de Caroline Nolibé. Cette fille, il la connaissait déjà. Mais Philippe Guindouze voyait régulièrement passer Caroline. Et c'était pratiquement tous les soirs. Devant les enquêteurs, le jeune homme explique qu'il a pris l'habitude d'observer Caroline Nolibé lorsqu'elle se rend chez sa mère et qu'il est secrètement amoureux d'elle. Selon ses premières déclarations, le soir du crime, Philippe Guindouze est donc à la fenêtre de sa chambre. Il guette le passage de Caroline Nolibé. Lorsqu'il l'aperçoit sur le pont, il prend son couteau et décide de la suivre. Il va lui emboîter le pas et l'agresser quelques centaines de mètres donc sur son trajet. Philippe Guindouze va donc rattraper Caroline Nolibé et lui porter un premier coup de couteau au visage. Elle se serait retournée en lui disant stupéfaite. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Caroline n'a pas le temps d'en dire plus. Il va lui donner sans un mot, un coup de couteau en plein cœur. Après avoir poignardé Caroline Nolibé, Philippe Guindouze aurait pris la fuite. Pour les enquêteurs, cette version est plutôt convaincante. Mais il reste encore un point à éclaircir. Philippe Guindouze déclare avoir agressé Caroline Nolibé à 70 mètres de chez elle. Comment se fait-il alors que l'on retrouve le corps de Caroline Nolibé
près du portail de l'habitation. Les experts médecins sont formels avec le coup de couteau qu'elle avait reçu. Caroline Nolibé pouvait encore marcher pendant une cinquantaine ou une centaine de mètres. On peut avoir une plaie cardiaque et faire 70 mètres en marchant, voire même 100 mètres en marchant. C'est quelque chose de fréquent, courant, même avec des plaies gravissimes. Frappée en plein cœur, Caroline Nolibé a donc eu la force de marcher jusqu'à chez elle. Elle aurait mis les clés dans la serrure avant de s'effondrer contre le portail. Une découverte qui remet en cause 10 ans d'enquête. L'expert qui prétendait que le crime avait été commis à l'intérieur de la maison s'est donc trompé lourdement. L'expert, à mon avis, a influencé défavorablement les enquêteurs et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les enquêteurs, le procureur de la République et le juge d'instruction. Avec l'arrestation de Philippe Guindouze, les enquêteurs sont persuadés qu'ils détiennent enfin le coupable du meurtre de Caroline Nolibé. Le jeune homme est connu des services de police car il a déjà agressé une jeune fille avec un couteau. Philippe Guindouze a déjà poignardé une autre jeune fille en 1985, donc quelques années avant le crime de Caroline Nolibé. La victime n'a pas été tuée, mais blessée. Une plainte a été déposée, mais Philippe Guindouze n'a jamais été condamné pour cette agression. À l'époque, les experts l'avaient déclaré irresponsable, autrement dit fou. Il va ensuite passer 2 ans dans un hôpital psychiatrique. Cette fois-ci, que vont décider les experts concernant l'affaire Caroline Nolibé? Philippe Guindouze va-t-il une deuxième fois échapper à la justice? C'est bien quelqu'un qui présente un problème intellectuel, mais pas suffisamment important pour entraîner une abolition et une irresponsabilité pénale. La conclusion de mon expertise est qu'il pouvait être jugé par la justice. Il m'a semblé qu'il avait une conscience de ce qu'il faisait. L'ouverture ce matin à Agen du procès de l'assassin présumé de Caroline Nolibé. Claude Nolibé, ce père injustement accusé du meurtre de sa fille, va enfin se retrouver face à face avec l'assassin présumé de Caroline. La confrontation se déroule le 12 janvier 2004, devant la cour d'assises d'Agen. 13 ans après les faits, la vérité va-t-elle apparaître au grand jour? Le père de la victime va-t-il enfin pouvoir comprendre dans quelles circonstances sa fille est morte? La particularité de ce procès, c'est qu'il y avait non plus une victime, mais véritablement 2 victimes, la fille et le père. L'audience est prévue pour durer 3 jours, avec une question pour les jurés. Philippe Guindouze a-t-il assassiné Caroline Nolibé le 31 juillet 1991? Depuis son arrestation, Philippe Guindouze est revenu sur ses aveux. Il nie le crime. La défense brandit le spectre de l'erreur judiciaire. Son avocat rappelle que Philippe Guindouze a l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Selon lui, l'accusé a tout inventé. Il a été mis de côté un élément très important qui est le handicap mental de M. Philippe Guindouze. Et il ne faut pas négliger pour ce type d'individu le fait qu'ils aient pu s'attribuer des faits qu'ils n'ont pas commis pour se valoriser à un certain moment. La Cour examine à présent la personnalité de Philippe Guindouze. Et là encore, le doute subsiste. Le jeune homme présent dans le box des accusés a-t-il pu commettre le crime qu'on lui reproche? On a vraiment l'impression qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Et dans ce procès d'assises, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il inspire plutôt la pitié que la haine. La personnalité de Philippe Guindouze est à l'opposé des faits qu'on lui reproche. Il est unanimement décrit comme un garçon gentil, toujours en train de sourire, toujours en train de s'amuser. L'innocence affichée de Philippe Guindouze ne saurait faire oublier à la Cour les preuves de sa culpabilité.
Philippe Gendouze va livrer quand même des détails qui sont très précis sur le soir du crime. À savoir, par exemple, il va décrire précisément le parapluie qu'avait ce soir-là Caroline Nolibé. Et d'ailleurs, lorsqu'on va montrer 3 parapluies différents à Philippe Gendouze, il va tout de suite désigner le parapluie que tenait Caroline Nolibé. Pour les avocats de Claude Nolibé, ce procès est aussi celui de la justice qui, au cours de l'enquête, n'a cessé de commettre des erreurs. C'est le procès de l'erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais dans l'affaire de Caroline, ce qui a été diabolique d'une certaine façon, c'est de persévérer dans l'erreur. Pendant des années, le père de Caroline Nolibé a vécu un calvaire. Avant que le verdict ne soit prononcé, le parquet fait ce que d'ordinaire il ne fait jamais, son mea culpa. L'avocat général a fait une déclaration vibrante pour présenter ses excuses et les excuses de la justice française à Claude Nolibé. Au terme de ces 3 jours d'audience, le verdict de la cour d'assises d'Agen est sans appel. Philippe Gendouze est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Caroline Nolibé. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Gendouze a été condamné comme un assassin de sang-froid, alors que, encore une fois, c'est un enfant de 5 ans qu'on a envoyé 15 années derrière les barreaux. On a définitivement innocenté le père. Le procès a servi à ça. Mais pour Claude Nolibé, aujourd'hui encore, la page est impossible à tourner. Tout ce que j'ai vécu avec elle, et ce qui est arrivé, tout ça, je ne peux pas l'oublier. Je serai marqué toute ma vie, et ça.